Bonjour à vous tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Bernard Cazeneuve, député socialiste, maire de Cherbourg et porte-parole du candidat François Hollande. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Avec moi sur ce plateau de KTO pour vous interroger des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Bernard Gors pour le quotidien La Croix. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors je vous propose que l'on s'arrête quelques instants sur votre engagement politique personnel, puis nous ouvrirons le dossier que nous avons retenu pour cette émission, Sarkozy versus Hollande, autrement dit la comparaison des propositions du candidat potentiel face au candidat déclaré. Et nous terminerons comme d'habitude par quelques questions d'actualité. Parlons donc d'abord de vous, si vous le voulez bien. Bernard Cazeneuve, vous faites partie des 4 porte-paroles que s'est choisi François Hollande pour sa campagne. Alors, pourquoi ce choix, selon vous? Parce que dans les équilibres permanents au PS, vos affinités avec Laurent Fabius étaient utiles? Parce que vous êtes un élu bien implanté dans une petite ville de province? Ou parce que votre réputation de travailleur discret, efficace et compétent avait sa place dans le QG du candidat? Il faudrait poser la question à François Hollande lui-même. Je pense que les relations que nous entretenons depuis de nombreuses années, nous nous connaissons depuis 1989, et qui ont été des relations qui se sont approfondies avec le temps et qui sont des relations de confiance, constituent peut-être la principale raison. Le fait que, effectivement, j'ai un enracinement ancien, désormais, puisque je suis élu du Cotentin depuis 1994, le fait qu'au Parlement, j'ai conduit un certain nombre de dossiers de façon discrète, en essayant aussi de les conduire sérieusement, sans être nécessairement sûr d'y être parvenu. Il faut toujours garder un esprit critique à l'égard de l'action qu'on conduit soi-même. Tous ces éléments ont peut-être conduit François Hollande à me choisir comme porte-parole. Mais celui qui est le plus à même de répondre à cette question en étant précis, c'est lui. Et on dit toujours que vous avez une réputation en effet d'être un travailleur efficace, discret, mais plutôt de fuir un petit peu les fièvres parfois qui se passent à Paris, dans la capitale. Est-ce qu'à votre avis, c'est aussi une raison de montrer que François Hollande a besoin de s'entourer de personnalités de ces différents profils? Ce qui est exact, c'est que je ne parle pas à la caméra de surveillance du parking de l'Assemblée nationale le matin pour être sûr de passer à la télévision. Et que je ne cours pas après les journalistes, non pas que je m'en méfie, non pas que j'apprécie pas leur compagnie, mais je pense qu'une relation saine avec la presse consiste à n'aller vers elle que dès lors qu'elle vous sollicite et que vous avez quelque chose à lui dire. Et par conséquent, je n'ai pas ce comportement héliotropique à l'égard de la presse qui conduit parfois beaucoup de politiques à être dans la dépendance des médias. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est le fond, ce que l'on a à dire sur le fond, l'analyse que l'on peut faire des choses et des sujets. Mais ça, c'est une affaire de tempérament. Il y a des tempéraments médiatiques absolument fougueux et tout aussi efficaces que peut l'être un tempérament discret qui s'attache davantage à aller dans les dossiers au fond des choses. Je crois que dans le monde politique, il faut de tout pour convaincre et pour parler. Bernard Gors de La Croix. Tous les observateurs ont salué la très bonne séquence de François Hollande depuis son discours du Bourget jusqu'à la présentation de ses 60 engagements la semaine dernière. La question qui se pose, c'est et maintenant? Comment François Hollande peut-il continuer de rebondir? Est-ce qu'il n'a pas, d'une certaine façon, abattu toutes ses cartes, comme le dit Nicolas Sarkozy? Oui, Nicolas Sarkozy, dans une sorte de méthode Coué qui consiste systématiquement à expliquer qu'il est le meilleur dans la meilleure situation et que les choses ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont et ne peuvent pas ne pas le conduire à la victoire. C'est la stratégie de communication qu'il a arrêtée. C'est une stratégie de communication d'ailleurs qui le disqualifie pour expliquer que tous les autres, à l'exception de lui-même, sont dans l'arrogance et notamment François Hollande. J'ai d'ailleurs noté, petite parenthèse, qu'il était le seul parmi les commentateurs à se réjouir de ce qui s'est passé hier au moment de la signature de la charte à la Fondation Abbé Pierre. Petit incident de campagne qui pourrait arriver à n'importe qui et dont le seul qui s'en est réjoui est Nicolas Sarkozy, alors que son statut de président de la République devrait le conduire sur ce type d'événement à avoir à la fois le discours de la sagesse, du recul et pourquoi ne pas le dire de l'élégance. Vous faites allusion à l'enfarinage de François Hollande au cours de cette réunion. Je fais allusion à cela parce que, y compris un certain nombre de lieutenants de Nicolas Sarkozy, ont eu la bonne réaction et le seul qui ne l'a pas eu, c'est celui qui précisément aurait dû l'avoir, c'est-à-dire le président de la République qui, en raison de son statut, de son rôle, de la hauteur de vue qui devrait caractériser ses positions, a estimé qu'il fallait une fois de plus donner dans l'outrance. Et l'outrance et la hauteur de vue qu'appelle le statut de président de la République, ce n'est pas, chacun l'aura compris, le même sujet. Alors, comment est-ce que nous allons faire dans les semaines et les mois qui viennent? Nous allons tout simplement nous déployer sur le territoire et organiser un certain nombre d'événements, d'occasions de rencontres qui permettront de populariser le message de François Hollande, de préciser des propositions
d'en avancer d'autres. Une campagne électorale ne se joue pas sur un instrument qui lui-même n'est capable de n'afficher qu'un rythme. Il y a sur les claviers le clavier de notre piano plusieurs touches et nous avons plusieurs mélodies possibles. Donc nous allons aller à la fois sur le terrain, comme nous l'avons déjà fait, à la rencontre de ceux qui, dans le monde rural, dans le monde urbain, dans l'entreprise, dans l'agriculture, dans les associations, dans le monde économique, ont envie de savoir ce que nous proposons pour la France. Il y aura des grands moments de rassemblement, à l'instar de ce qui s'est passé au Bourget, avec quelques meetings organisés en province qui seront l'occasion de temps forts. Il y aura des grandes émissions de télévision et de radio. Il y aura la possibilité d'utiliser la presse écrite pour faire connaître notre message. Il y a 1000 manières de maintenir le rythme de cette campagne. Et en même temps, une campagne ne peut pas se faire si on est constamment dans la surchauffe. Il faut aussi ne pas saturer les Français, être capable de leur offrir des moments de pause à l'occasion desquels ils analysent, ils réfléchissent, ils cherchent à comprendre. Romain Masneau, RCF. Est-ce que vous estimez que la décision de Nicolas Sarkozy de retarder le plus possible sa déclaration de candidature est plutôt un avantage pour vous dans la mesure où il vous permet d'occuper le terrain des idées, des propositions, ou plutôt un inconvénient dans la mesure où vous n'avez pas d'adversaire officiel, en tout cas, de l'UMP? C'est ni un avantage ni un inconvénient, c'est surtout une indélicatesse de sa part, car finalement, tout le monde sait qu'il est candidat. François Mitterrand avait fait pareil. Dans des circonstances qui étaient différentes. Nous étions en cohabitation. Celui qui était son candidat était son Premier ministre. Nous étions dans une relation institutionnelle très différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Et puis il n'aura échappé à la sagacité de personne que Nicolas Sarkozy n'est pas tout à fait François Mitterrand, je dirais même, sans perfidie aucune, qu'il est loin de l'être. Mais nous sommes aujourd'hui face à un président de la République qui est candidat à l'élection présidentielle, cela ne trompe personne. Il continue à faire campagne avec les moyens de l'État, ce qui ne trompe personne et qui choque certains à juste titre. Nous faisons avec la situation qui nous est donnée et nous ne faisons pas la campagne des autres. Nous déployons notre propre campagne avec la volonté de convaincre et de convaincre en étant à la fois dans la crédibilité, la sincérité et la volonté de redresser le pays. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Comment expliquez-vous que les Français, jusqu'à présent, aient toujours recalé le candidat socialiste sur la marche présidentielle? Depuis François Mitterrand, finalement, personne, et c'est une question qui se pose quand même assez souvent, n'a réussi à entrer à l'Élysée venant de votre camp. Il y a beaucoup de raisons à cela. D'abord, nous avons réussi 2 fois à rentrer puis à rester à l'Élysée en 1980 et 1988. Avec un candidat qui avait une équation exceptionnelle et qui aura fortement marqué l'histoire de la Ve République par les actes qu'il aura posés et les orientations qu'il aura fait prévaloir, et en raison aussi de ce qu'était sa personnalité. En 1995, nous sortions d'un cycle qui était celui précisément des années Mitterrand, et la vie politique française est faite de cycles, et ces cycles rythment l'alternance. En 2002, nous avons commis des erreurs stratégiques. Nous n'avons pas réussi à comprendre suffisamment tôt que, d'une part, il fallait rassembler la gauche pour éviter que le Front National ne lui dame le pion. Nous avons par conséquent sous-estimé la montée du Front National. Nous avons sous-estimé l'adversaire qu'était Jacques Chirac. Peut-être y a-t-il eu à ce moment-là des manifestations de certitude ou d'excès de certitude qui ont pu nuire, et nous n'avons pas réussi surtout à comprendre qu'avant le second tour, il y avait le premier tour et qu'il fallait rassembler les nôtres dès le premier tour pour être sûr de passer la barre du second. En 2007, il y a eu le talent de Nicolas Sarkozy, ce numéro d'illusionniste qui a consisté de sa part à faire penser qu'il était en rupture avec la majorité à laquelle il avait appartenu et la famille dont il était membre depuis le début de sa carrière politique, et puis peut-être aussi y a-t-il eu de notre part insuffisamment de souffle malgré la qualité de la campagne incontestablement brillante de Ségolène Royal pour passer l'épreuve face à l'illusionnisme de Nicolas Sarkozy. Nous sommes dans une autre configuration aujourd'hui. Un candidat très légitime à cause des primaires, un parti très rassemblé derrière lui, un président dont la crédibilité est fortement entamée et un projet de François Hollande qui articule espérance et crédibilité et qui crée les conditions d'un très grand rassemblement, d'une très grande unité de sa famille et de la gauche derrière lui. Jamais la situation n'a été aussi favorable, estimez-vous, apparemment. Et quelle erreur stratégique faudrait-il éviter? Je dis que la situation n'est pas défavorable, mais une bonne confiance, qui est un bon moteur pour une campagne, ne doit pas exclure une petite méfiance, et par conséquent, il faut que nous restions extraordinairement attentifs, vigilants, mobilisés, tendus vers l'objectif,
car rien n'exclut à un moment donné qu'un accident se produise, qu'une difficulté apparaisse, que tel ou tel événement soit sous-évalué, et par conséquent, nous ne considérons pas que cette campagne est gagnée, nous ne considérons pas que les adversaires sont à terre et nous le respectons pour ce qu'ils sont, et nous resterons mobilisés jusqu'au 6 mai au soir. Bernard Gors, La Croix. Vous dites rassemblement donc à gauche. Qu'en est-il du cas de Jean-Pierre Chevènement, qui vient d'annoncer qu'il ne se présenterait pas donc, à l'élection? Est-ce que François Hollande va faire des appels? Est-ce que vous espérez qu'il se rallie à François Hollande? Parce qu'on voit que du côté aussi de M. Mélenchon, il y a quelques signaux envoyés à Jean-Pierre Chevènement. Écoutez, nous respectons Jean-Pierre Chevènement, qui a été membre pendant très longtemps du Parti socialiste. C'est un républicain qui porte des valeurs qui sont très fortes et qui, pour une grande partie d'entre elles, ont été rappelées par François Hollande à l'occasion de son discours du Bourget. Nous saluons cette décision parce qu'elle permet le rassemblement des forces de gauche dès le premier tour et par conséquent nous éloigne du risque d'émiettement qui a pu nous coûter cher par le passé. Mais le respect que nous avons pour Jean-Pierre Chevènement nous conduit à, bien entendu, attendre qu'il se prononce, parce qu'il le fera en conscience, en fonction de ce à quoi il croit. C'est aussi cette liberté, Jean-Pierre Chevènement, et s'il veut venir rejoindre la campagne de François Hollande, il sait, en raison des liens historiques qui nous unissent à lui, qu'il sera le bienvenu. Nous allons marquer une première pause dans cette émission Face aux chrétiens. Nous retrouverons notre invité Bernard Cazeneuve dans quelques instants pour ouvrir le dossier sur les propositions de François Hollande face à celles de Nicolas Sarkozy. Notre invité aujourd'hui est Bernard Cazeneuve, député socialiste, maire de Cherbourg et porte-parole du candidat François Hollande. Il est interrogé par Bernard Gors de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors, Monsieur Cazeneuve, voici le moment venu d'ouvrir notre dossier sur les propositions de François Hollande confrontées à celles peu révélées de Nicolas Sarkozy. Je vous propose de le faire avec l'un des thèmes qui a nourri l'actualité de cette semaine, celui du nucléaire. Un rapport de la Cour des comptes vient de mettre en doute la capacité à la fois financière comme industrielle de démanteler, le doute pour démanteler les vieilles centrales, celles qui auront autrement dit 40 ans en 2022. En gros, je pense qu'on peut dire à peu près la moitié des réacteurs. Alors, n'est-ce pas justement le choix qui avait été retenu par François Hollande, justement, de faire glisser cette part du nucléaire, de la réduire, pour aboutir progressivement vers les énergies nouvelles ? Mettons un peu d'ordre dans ce débat. D'abord, quels sont les engagements de la France devant l'Union européenne? Les engagements de la France devant l'Union européenne, c'est de porter la part des énergies renouvelables à peu près 25-26% du mix énergétique. Deuxièmement, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, troisièmement, de produire des économies d'énergie. Aujourd'hui, le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, comme le rapport de la Cour des comptes, montre qu'il faudra des investissements très significatifs pour maintenir les centrales les plus anciennes en situation de sécurité maximale après l'accident de Fukushima. Et elle montre que ces investissements, dans un contexte où l'argent public est rare, représenteront une mobilisation de moyens extrêmement important et par conséquent un peu contraignant à la fois pour les industriels et le budget de l'État. Mais ils disent par ailleurs que pour démanteler, ça nécessite également des investissements très lourds. Oui, bien sûr, mais enfin le démantèlement, il faudra bien le provisionner de toutes les façons dans les comptes des entreprises nucléaires qui exploitent. Donc le sujet reste entier, qu'on décide de démanteler ou pas. Donc aujourd'hui, ce qui va se présenter comme arbitrage à n'importe quel gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est de savoir si pour maintenir au-delà de leur durée de vie un certain nombre de centrales anciennes, on procédera à des investissements très significatifs et très lourds, qui ne se chiffreront pas en dizaines de millions d'euros, mais plutôt en milliards, ou si on mobilise une partie de ces moyens pour développer les énergies renouvelables, qui peuvent être un extraordinaire vecteur de croissance sur les territoires et le moyen de la réindustrialisation du pays. Et de ce point de vue-là, on voit bien que la position prise par François Hollande, qui consiste à dire « nous maintenons une activité très significative dans le nucléaire, nous continuons à encourager la recherche, nous faisons en sorte que les grands énergéticiens du nucléaire soient aussi ceux qui puissent accompagner le développement des énergies renouvelables, c'est-à-dire non à la sortie du nucléaire et le maintien d'une activité nucléaire significative. Deuxièmement, nous fermons des centrales en fin de vie, et pour ce qui concerne le quinquennat, il a évoqué
une seule des centrales, et nous la remplaçons par le chantier, le réacteur EPR, dont le chantier ira à son terme, ce qui permettra de maintenir une capacité de production d'énergie nucléaire à peu près comparable, ce qui veut dire aussi que pour l'aval du cycle, c'est-à-dire le retraitement des combustibles usés étrangers, la filière MOX, les choses pourront être maintenues sans qu'il y ait de difficultés économiques dans la filière. Mais en même temps que nous faisons cela, nous disons que plutôt que de mettre des milliards d'euros dans la poursuite de l'activité de centrales qui peuvent être en zone sismique et qui sont en fin de vie, nous mobiliserons ces moyens pour développer les énergies renouvelables. Ce qui veut dire très concrètement que les rapports récents qui ont été publiés montrent que entre la stratégie de l'outrance, qui on ne touche à rien, et qui a été exprimée par Nicolas Sarkozy au Tricastin, avec les approximations et les excès qui caractérisent souvent sa démarche, et la sortie du nucléaire, qui est la position des écologistes, il y a un chemin pour une position extrêmement pragmatique qui consiste à réussir le mix énergétique, le nouveau mix énergétique français, dans le maintien du nucléaire dans ses atouts, mais dans le développement des énergies renouvelables, de l'éco-construction, des énergies propres, qui doit permettre à la France de conforter son indépendance, sa politique industrielle, en garantissant aussi, et j'insiste sur ce point, un prix du kilowattheure pour les entreprises qui sont confrontées à des problèmes de compétitivité qui soit compatible avec l'exigence de compétitivité, et un prix du kilowattheure pour les ménages qui soit compatible avec la nécessité de maintenir leur pouvoir d'achat. Monsieur Cazeneuve, vous êtes maire de Cherbourg, on sait que le nucléaire est important dans votre région, ne serait-ce qu'à cause de Flamanville, du centre de retraitement de La Hague. Alors est-ce que ce positionnement au milieu, comme vous dites, de François Hollande n'arrange pas en effet ceux qui ont toujours prôné une certaine voie médiane comme vous? Et est-ce que ça ne vous éloigne pas définitivement de la position justement des écologistes qui sont censés être vos alliés pour cette campagne? Mais écoutez, nous avons une position qui est une position extrêmement pragmatique. D'ailleurs, si on veut réussir la transition énergétique, si on veut réussir le développement des énergies renouvelables, il vaut mieux avoir cette position. Parce que si vous arrêtez des chantiers en cours qui ont déjà mobilisé plusieurs milliards d'euros, vous détruisez de la valeur. Et par conséquent, comptablement, vous créez les conditions de tension dans les comptes des énergéticiens français qui sont les plus à même d'investir dans le nucléaire, qui vont les priver de la possibilité de pouvoir investir sur les énergies renouvelables demain. Donc si l'on veut réussir le développement des énergies renouvelables, dès lors que l'on accepte l'idée, ce qui est quand même la voie la plus pragmatique, que ce sont les grands énergéticiens français qui auront la capacité financière de le faire, il ne faut pas les mettre dans l'impossibilité comptable et financière de le faire demain en détruisant de la valeur industrielle au sein de ces groupes. Donc notre démarche est précisément celle qui est la mieux à même, pragmatiquement, de réussir le pari de la transition énergétique. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. On s'interroge quand même sur l'efficacité de ces énergies renouvelables, ne serait-ce que leurs conséquences sur la beauté de paysage. On imagine chez vous, au large du port de Goury, des éoliennes. Je ne sais pas si cela serait. Mais il n'est pas prévu d'en mettre. Au large du port de Goury, il est prévu de mettre des hydroliennes. Alors voilà, justement, je voulais vous interroger là-dessus. Nous avons un très beau projet à Goury, enfin pas à Goury exactement, mais sur le Raz Blanchard, c'est-à-dire non loin de Goury, qui consiste à implanter des hydroliennes. Et ce projet hydrolienne pourrait se faire notamment, il y a d'autres industriels possibles, dans une coopération très approfondie, industriellement intéressante, porteuse d'activité, d'emploi et de croissance, entre des CNS, qui verraient là un moyen de diversifier son plan de charge au moment où les commandes militaires, pour des raisons qui tiennent au budget de l'État, pourraient être plus aléatoires demain qu'elles ne l'ont été hier, et de le faire dans une coopération avec EDF qui permettrait d'utiliser cette extraordinaire opportunité qu'est la courantologie du Raz Blanchard pour développer ces énergies. Donc, en termes de croissance, d'emploi, de développement des territoires, il y a là des opportunités extrêmement intéressantes. Mais il n'y a pas dans le domaine de l'hydrolien que de l'éolien. Oui, mais vous parlez de la pollution visuelle. Vraiment, considérez-vous que, et pourtant c'est quelqu'un qui est considéré comme pro-nucléaire qui vous le dit, qu'il n'y a pas de pollution visuelle dans l'implantation de l'usine de retraitement de La Hague au milieu des paysages sublimes de landes et de falaises. Bon, donc si le critère est celui de la pollution visuelle, vous conviendrez avec moi que l'arbitrage est difficile à faire. Non, les bons critères en termes de politique énergétique, c'est comment garantit-on notre indépendance ? Comment garantit-on un prix qui soit compatible, encore une fois, avec la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des ménages, la compétitivité des entreprises ? Que fait-on pour faire en sorte que tout cela permette de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et permette de nous engager dans la voie de la sobriété énergétique? Voilà quelles sont les questions. Et dans la crise, dans une crise où nous recherchons le chemin de la croissance par-delà le rétablissement des comptes publics, comment cette politique énergétique, de transition énergétique, peut être un élément catalyseur du retour de la croissance et de l'emploi?
Romain Mazenot, RCF. Je voudrais en venir au projet économique et social de François Hollande. Alors, le candidat socialiste promet des efforts fiscaux importants pour les ménages les plus aisés et une maîtrise des dépenses publiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous dites aujourd'hui clairement, oui, on va faire une politique de rigueur et dans quel poste vous allez couper les dépenses? Nous allons faire une politique sérieuse. Et la rigueur, c'est tabou encore. Non, la rigueur, c'est pas tabou, mais la rigueur, c'est pas l'austérité. C'est quoi la différence? La différence, c'est très simple, c'est que la rigueur sans la croissance, c'est l'austérité. Le sérieux plus la croissance, c'est la politique que nous préconisons. Voilà très concrètement la différence. Nous, ce que nous disons, c'est assez simple, et c'est en même temps le chemin que nous avons choisi en articulant espérance et crédibilité. C'est qu'il faut rétablir incontestablement les comptes publics, et que nous ne parviendrons pas demain à créer les conditions du redressement du pays si nous ne sommes pas déterminés à rétablir les comptes publics. Deuxièmement, nous pensons que le rétablissement des comptes publics n'est pas possible si nous ne créons pas les conditions de la croissance. Parce que le rétablissement des comptes publics sans la volonté de remettre l'appareil de production en marche, ce sont les déficits qui se creusent et la dette qui s'amplifie. Par conséquent, nous voulons une politique économique qui concilie à la fois le sérieux dans la gestion des comptes publics et le retour de la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne proposons que des mesures qui sont financées et que nous considérons que dans la gestion de l'appareil d'État et des effectifs de la fonction publique, il faudra que nous soyons dans une maîtrise de la masse salariale de la fonction publique en affirmant clairement quelles sont nos priorités et nos choix. C'est d'ailleurs ce qu'a fait François Hollande en indiquant que pour ce qui concerne les grands services publics, nous mettrons l'accent sur l'éducation, la justice, la police, les services de l'emploi, et que toutes les autres administrations contribueront à l'effort de sérieux dans la gestion des affaires publiques. Donc la défense, la santé, par exemple? La fonction publique hospitalière fait l'objet d'un dispositif à part. Mais la défense, pas plus que les autres, c'est-à-dire que la défense ne sera pas une variable d'ajustement, mais elle contribuera au même titre que les autres administrations à la maîtrise de la masse salariale. Parce qu'il faut des priorités, et en même temps, les priorités que l'on définit ne peuvent pas signifier que nous sommes dans une approche non maîtrisée des dépenses publiques, et cette approche maîtrisée nous conduira, même si nous remettons en cause le principe du 1 sur 2 qui conduisait à ne pas réfléchir sur les périmètres et à appliquer de façon comptable et mécanique la révision générale des politiques publiques, ça nous conduira à faire attention à la manière dont nous ferons évoluer les effectifs de la fonction publique. Bernard Cors, La Croix. Oui. Je voudrais une petite précision sur l'objectif de maîtrise justement des dépenses des comptes publics. François Hollande avait dit qu'il voulait, son objectif était d'arriver à plus de déficit en 2017. Et je voudrais savoir si effectivement c'est une règle d'or ou est-ce que, en fonction de la croissance, cet objectif peut être reporté ou pas? Parce qu'il a, semble-t-il, un petit flottement. Là, dans Non, il a été attaqué là-dessus assez vivement par Jean-François Copé sur en effet ce thème que c'est un faux prétexte de penser qu'on va pouvoir réduire le déficit. Je n'ai jamais vu Jean-François Copé attaquer quiconque sans que ce soit vif et parfois injuste et systématiquement excessif. Je vous rappelle qu'il a expliqué il y a une dizaine de jours que la campagne électorale, ce serait massacre à la tronçonneuse. Donc vous avez une manifestation supplémentaire de ce qu'est la modalité d'expression de Jean-François Copé à l'égard de quiconque est socialiste, et parmi les socialistes, François Hollande est celui qui est plus particulièrement dans le viseur. Ce que nous disons, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et c'est là un élément de cohérence, nous voulons rétablir les conditions de la croissance, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité de rétablir durablement les équilibres des comptes publics s'il n'y a pas de retour à la croissance. Cela vaut pour quiconque présente aujourd'hui son programme, parce que si nous devions à l'horizon 2017 rétablir les comptes publics sans faire le pari de la croissance, il faudrait imposer une cure d'austérité au pays qui aurait pour conséquence d'accroître les déficits et d'accroître la dette. C'est la raison pour laquelle nous n'avons cessé de dire, et c'est là un élément de cohérence de notre projet, nous voulons de la rigueur, et en même temps que nous voulons de la rigueur et du sérieux, nous voulons créer les conditions de la croissance. Comment fait-on la rigueur? Nous faisons la rigueur en mettant la justice au cœur de la politique économique et fiscale que nous proposons de mettre en œuvre pour le pays. Cette politique fiscale juste,
doit nous conduire à appeler à contribution ceux qui ont été les grands bénéficiaires du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire les plus aisés des Français. Je vous rappelle quand même que 75 milliards d'euros ont été mobilisés dans la crise au bénéfice de ceux qui sont parmi les plus riches et les plus aisés des Français, contribuant ainsi à favoriser ceux qui n'en avaient nul besoin, à priver de la possibilité de consommer les Français moyens et les Français modestes, ce qui aurait d'ailleurs pu constituer un moteur utile pour la croissance, et ce qui a contribué aussi à aggraver les équilibres des comptes sociaux. Donc la fiscalité juste. La fiscalité juste, ça veut dire la mise en place d'une tranche de 45% pour les ménages qui ont 150 000 euros par part fiscale. Ça veut dire la mise en place d'une fiscalité du capital qui s'aligne sur la fiscalité du travail, car il n'y a pas de raison que ceux qui travaillent soient beaucoup plus fiscalisés que ceux qui gagnent de l'argent en dormant, comme disait François Mitterrand. Oui, mais sur le volet croissance, parce que ça, vous pouvez le décider. Par contre, la croissance, elle ne se décrète pas. Non, comment concrètement vous pouvez... Oui, la croissance ne se décrète pas, mais elle se favorise. Et il faut une politique fiscale, une politique économique, une politique industrielle qui crée les conditions de la croissance. C'est la raison pour laquelle, à côté du pacte redistributif dont je viens de vous parler, et qui est un moyen de créer les conditions du rééquilibrage des comptes par la justice fiscale et le pacte redistributif, nous avons la volonté, à travers le pacte productif, de créer les conditions du retour de la croissance. Qu'est-ce que ce pacte productif? C'est d'abord une politique industrielle qui accompagne la montée en gamme de nos produits industriels, parce que nous considérons, à la différence de Nicolas Sarkozy, que le problème de la compétitivité dans les entreprises, ce n'est pas simplement les contraintes qui pèsent sur l'offre, et que si on peut comprendre qu'il faille aussi une politique de l'offre, d'ailleurs, nous la ferons pour les PME et PMI les plus innovantes, en faisant en sorte qu'elles bénéficient d'un impôt sur les sociétés plus favorable à l'impôt sur les sociétés qui s'applique aux grands groupes, nous considérons aussi qu'il faut monter en gamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser l'innovation, le transfert de technologie. C'est un élément déterminant de la compétitivité. Il faut que nous créions les conditions d'une formation des ressources humaines qui ne peuvent pas être constamment présentées. C'est aussi une différence avec Nicolas Sarkozy comme une contrainte. Le coût du travail, les charges sociales, la ressource humaine est systématiquement présentée, alors qu'elle est un atout pour les entreprises, comme une contrainte, comme un fardeau pour l'économie. Nous pensons que la formation tout au long de la vie, la reconnaissance du droit du travail, sont un élément de la productivité du travail et de la compétitivité de l'entreprise. Et dernier point, dernier point, l'accès au crédit. Dans un contexte financier où l'accès au crédit est rendu beaucoup plus difficile qu'il ne l'était hier, avec la Banque publique d'investissement, dont les lieutenants de Nicolas Sarkozy nous ont expliqué qu'elle ne servait à rien et qui a subitement été reprise comme une idée par le président de la République, courant après François Hollande, à l'occasion de sa prestation de dimanche dernier. Voilà le pacte productif. Nous faisons le pari que si nous créons les conditions de la croissance à côté de la rigueur dans la gestion des comptes publics, nous pourrons substituer au cercle vicieux de l'austérité, le cercle vertueux de la croissance. Louis Defresne, Radio Notre-Dame. Vous parlez de rigueur dans la gestion du compte public, mais les socialistes qui dirigent beaucoup de régions et de collectivités sont connus, on pourrait l'attester par des chiffres, pour dépenser quand même allègrement l'argent. Vous êtes un peu partisan, là. Écoutez, je ne sais pas si vous pouvez l'illustrer par des exemples, mais si les Français votent à gauche, en particulier pour les élections locales, c'est qu'ils savent qu'il y a un guichet qui est peut-être plus généreux. Du point de vue de leur rapport au pouvoir de proximité, qui va être plus dispendieux. Vous pouvez avoir une toute autre lecture, c'est-à-dire que vous pouvez considérer que si que le les pouvoir électeurs... central, qui est généralement plus rigoureux. Mais vous pouvez avoir une toute autre lecture. Et je vais répondre très précisément à votre question, parce qu'elle fait écho à une propagande que j'ai entendue dimanche dernier par le truchement du président de la République, qui mérite d'être corrigée de façon extrêmement rigoureuse et précise. On peut considérer que si 22 régions ont été reconduites, 21 régions ont été reconduites, c'est précisément parce qu'elles sont bien gérées. Et pour la plupart d'entre elles, elles le sont. Deuxièmement, je veux quand même vous rappeler une règle de droit que n'importe quel auditeur convenable, qu'il soit de droite ou de gauche, a bien à l'esprit. C'est que la différence entre l'État et les collectivités territoriales, c'est que l'État peut se permettre d'être en déficit, et M. Sarkozy a largement contribué à les creuser ainsi que la dette, alors que les collectivités territoriales n'ont pas le droit de l'être. Et lorsqu'une collectivité territoriale est en déficit... Elle s'endette.
Elle s'endette à hauteur de sa capacité contributive, parce qu'une collectivité territoriale, contrairement à l'État, ne peut pas s'endetter pour financer ses frais de fonctionnement et ses frais de personnel. Elle peut s'endetter pour financer son investissement, ce qui n'est pas le cas de l'État, qui est aujourd'hui, et c'est la gravité de la dette souveraine d'ailleurs en témoigne, est obligé d'emprunter parfois pour financer ses frais de fonctionnement. Donc M. Sarkozy propose aux collectivités locales qui n'ont pas le droit d'être en déficit et qui ne peuvent s'endetter qu'à hauteur de leur capacité à rembourser la dette, c'est-à-dire à dégager un autofinancement net positif. Monsieur Sarkozy propose aux collectivités locales qui sont obligées d'être vertueuses en raison de la loi qui s'impose à elles, de faire des efforts que lui-même n'a pas fait lorsqu'il était en situation d'administrer le pays. Juste un point, 300 000 fonctionnaires embauchés depuis 2002 dans les collectivités territoriales. Ça annule peut-être les efforts faits au niveau national du point de vue du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Dans ces 300 000 personnels, de ceux qui ont été transférés par l'État aux collectivités régionales, au terme de la décentralisation du 13 août 2004, votée par l'actuelle majorité. Est-ce que vous pouvez me donner la part des 300 000 ? C'est tout simplement l'effet de la décentralisation, votée par l'actuelle majorité. Donc il y a un moment, si vous voulez, dans une campagne électorale, où on a le droit d'être un tout petit peu honnête. Nous allons marquer une seconde pause dans cette émission Face aux Chrétiens. Nous retrouverons notre invité Bernard Cazeneuve dans quelques instants pour nos questions suivantes d'actualité, naturellement. Notre invité aujourd'hui est Bernard Cazeneuve, député maire socialiste de Cherbourg et porte-parole de François Hollande. Il est interrogé par Bernard Gorce de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors, Monsieur Cazeneuve, cette troisième partie, bien entendu, constitue la suite des questions autour des projets des différents candidats, mais aussi les questions d'actualité. Je commence par une question plus d'actualité. Le ministère de la Défense devrait s'installer sur un site rénové, celui du quartier Ballard à Paris. Un projet surnommé le Pentagone français. Vous le connaissez bien, vous êtes rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire et vous avez dit récemment que la pertinence juridique et économique de ce projet n'est pas démontrée. Alors, après l'ouverture d'une enquête pour corruption et trafic d'influence, faut-il arrêter ce projet, M. Cazeneuve ? Non, je crois qu'il faut regarder ce projet de près. Et moi, je ne me suis jamais prononcé sur les enquêtes en cours parce que le législateur n'est pas juge et que le principe de séparation des pouvoirs s'applique et qu'il ne faut pas empiéter sur le domaine de l'autre que lorsqu'on est attaché au bon fonctionnement de la République. Quels sont les sujets qui se posent sur ce dossier de Ballard, qui est un dossier dont je reconnais d'ailleurs qu'il a été instruit par les services du ministère de la Défense avec beaucoup d'investissement et sans doute beaucoup de sérieux. Mais des questions se posent. Il coûte trop cher, pour résumer. Alors, quelles sont les questions qui se posent ? 1. Pourquoi le projet a-t-il été confié à un consortium d'entreprises qui ne respecte pas le PLU ? Vous parlez de Bouygues ? Je parle de Bouygues et de ceux qui l'accompagnent. Pourquoi ? C'est un problème de droit. J'aimerais comprendre la chose. Deuxièmement, la corne ouest de Ballard va être cédée au consortium industriel pour 260 millions d'euros, en contrepartie de quoi le consortium industriel va exploiter pendant 60 ans 90 000 m² de bureaux. Ça rapporte combien au consortium industriel et est-ce que les clauses du contrat ne sont pas un peu léonines ? Troisième élément, nous sommes dans une période dont vous expliquiez à l'instant qu'elle doit faire l'objet d'une gestion particulièrement méticuleuse et rigoureuse. Il y a 700 millions d'euros qui sont investis, en contrepartie de quoi l'État va payer 150 millions d'euros pendant 27 ans à Bouygues et à ses partenaires, ce qui représente un volume de dépenses globales de l'ordre de 4 milliards d'euros. C'est de la dette. Le banquier, l'industriel, mais c'est de la dette au moment où on nous explique qu'il faut à tout prix la réduire. Donc, la question que je me pose, compte tenu de l'extraordinaire complexité financière, budgétaire, juridique de l'affaire, c'est de savoir si tout cela est bien maîtrisé. Et notamment, si le ministère de la Défense s'est doté des moyens techniques, du suivi rigoureux de ce projet de partenariat public-privé, qui est quand même très complexe et qui présente une part de risque. D'ailleurs, juste un petit point, vous avez remarqué que beaucoup de partenariats publics-privés en France sont de bonnes affaires pour le privé et de mauvaises affaires pour le public, que la Cour des comptes est très critique. Et je vous renvoie à un rapport récent de la Chambre des communes en Grande-Bretagne qui montre que la plupart des PPP britanniques se sont soldés par de gros problèmes pour la puissance publique britannique. Et pourtant, les Britanniques sont plus friands de ce type de partenariat que nous ne le sommes par tradition. Alors, Romain Mazenot, pour un autre thème. Oui, tout autre sujet. François Hollande promet
sans prononcer le mot, de légaliser l'euthanasie. Alors pourquoi franchir ce pas alors que la loi Leonetti va déjà assez loin en permettant de plonger une personne en phase terminale dans un état de sédation, même si celle-ci peut abréger la vie? Pourquoi franchir ce pas supplémentaire? C'est un sujet très sensible. Et je dirais presque que c'est un sujet qui concerne chacun dans le dialogue qu'il entretient avec sa propre conscience. Nous sommes plus sur des sujets personnels, philosophiques, ontologiques que sur des questions politiques. Ce que François Hollande a dit, c'est qu'il souhaitait renforcer la totalité des dispositifs d'accompagnement de la fin de vie et de faire en sorte aussi que l'on puisse, à la fin de sa vie, si on le souhaite, pouvoir mourir dans la dignité. C'est un combat que même... Mourir dans la dignité, ça veut dire l'euthanasie active? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'embarrasser non plus de mots. Mourir dans la dignité, qu'est-ce que ça veut dire selon vous, précisément? Ça veut dire que lorsque les conditions sont réunies, que la personne est dans une souffrance extrême et qu'il n'y a pas d'issue, si la possibilité existe de faire pour soi-même un choix libre, il faut pouvoir le faire, c'est tout. C'est ce que je pense personnellement. Souffrance extrême, ça comprend des personnes malades psychiques, des personnes handicapées mentales, par exemple? Et ça concerne essentiellement les personnes qui sont en situation de choisir pour elles-mêmes. Je comprends que cette question me soit posée par vous. Je dois vous dire d'ailleurs que c'est une question qui me taraude beaucoup. Et j'ai beaucoup évoqué cette question, y compris avec les autorités religieuses dans ma ville, parce que étant un maire absolument laïque qui considère que les questions religieuses doivent être tenues à distance des questions publiques, cet attachement à la laïcité m'autorise à évoquer régulièrement, très régulièrement et dans une relation très profonde avec les autorités religieuses ces questions. Et j'en mesure, encore une fois, la sensibilité, la dimension philosophique, la profondeur qu'elles appellent dans le dialogue qu'on entretient avec soi-même. Moi, je pense, pour moi-même, et je pense que c'est un sujet qui peut être mis sur le métier à l'occasion d'une campagne comme celle-ci, que dès lors qu'il n'y a pas d'issue, que la souffrance est là, que la dignité se dégrade, et que l'on est en situation de prendre la décision pour soi-même, sans qu'il y ait d'ambiguïté sur la capacité dans laquelle on est de la prendre, que l'on doit pouvoir faire ce choix, parce que chaque être est libre de ne pas se dégrader face au regard de l'autre, et que ce n'est pas une manière de renoncer à la médecine, à la science, aussi longtemps qu'il y a un espoir pour la vie, très bien, mais quand il n'y en a plus du tout, que la souffrance est là et qu'elle devient insoutenable, alors on doit pouvoir choisir pour soi-même. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sans ouvrir ce débat, on peut quand même se poser aussi des questions. Est-ce que c'est à l'autorité médicale de se voir déléguer l'acte de tuer? Ça, c'est quand même une question qui taraude les médecins. Je ne sais pas si vous avez une réponse vraiment précise là-dessus. Et puis, est-ce que vous avez envisagé des questions, ne serait-ce que liées aux querelles d'héritage que pourrait susciter la légalisation de l'euthanasie et la convoitise aussi que peut susciter le fait de pouvoir éliminer quelqu'un qui serait indésirable. Et enfin, j'ai une question aussi sur la maîtrise des comptes publics. Est-ce que la rigueur en matière de gestion publique serait aussi l'une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir l'idée de faire passer les personnes âgées plus rapidement de l'autre côté? Écoutez, j'évacue la troisième partie. La question est monstrueuse et elle ne peut appeler qu'une réponse qui le serait tout autant. J'exclus complètement cette troisième question. Je n'y réponds pas en raison de la monstruosité de son contenu. Je réponds aux deux autres. D'abord, pour ce qui concerne les médecins eux-mêmes. Vous savez très bien que dans le corps médical, il y a un débat sur ce sujet-là. Il y a des médecins qui considèrent qu'à un moment donné, lorsque le niveau de leur connaissance de la science ne leur permet pas de soigner la personne et qu'ils savent que la personne, de toutes les façons, est confrontée à une issue qui est fatale et que les heures qui les séparent de la mort de cette personne, mort naturelle, deviendront absolument terribles pour la personne en termes de souffrance, de dégradation physique. Certains médecins considèrent qu'il est comme un geste humanitaire que d'accompagner ces personnes dans leurs souhaits personnels. Et puis il y a des médecins qui considèrent au contraire qu'il faut aller jusqu'au bout des soins parce qu'il y a une partie de la vie et qui échappe, y compris à la science, et que tout est possible. Ces débats sont philosophiques et profonds, ils traversent y compris le corps médical. Moi, ce que je pense, c'est que l'on doit pouvoir définir les conditions dans lesquelles un être libre, en liaison avec sa propre
famille, dès lors qu'il est en situation de parfaite conscience et qu'il sait que l'issue est fatale, doit pouvoir choisir pour lui-même, librement, manifestant sa liberté, le choix qu'il fait pour sa personne. Alors bien entendu, il y a tous les problèmes que vous posez concernant les conditions d'élimination, d'héritage, de conflits familiaux. Ce sont de vrais sujets et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on légifère sur ces questions, il faut le faire de façon extraordinairement méticuleuse. Et encore une fois, vous savez, il y a des sujets dans la vie publique ou dans la vie tout court qui renvoient encore une fois à ce que l'on a de plus profond en soi, à des problèmes de conscience qu'aucune ligne politique ne parvient à contingenter. Et ça rend d'ailleurs très difficile le travail législatif, parce que le travail législatif, il se fonde toujours sur l'édiction de critères. Et il y a des moments où les critères, c'est difficile de les mettre sur le métier de façon aussi précise qu'on peut le faire lorsqu'il s'agit de politique fiscale. On reviendra sur le sujet. Il reviendra sur le sujet. Si François Hollande est élu, la question de l'accompagnement de la fin de vie sera remise sur le métier, mais avec, encore une fois, la sensibilité, l'attention que je viens d'essayer d'exprimer, peut-être pas avec le niveau de précision que vous pourriez souhaiter, mais en tous les cas avec une sincérité totale. Autre question, Bernard Gors, La Croix. Oui, vous avez tout à l'heure fait allusion à la laïcité. Oui. Il y a cette mesure symbolique de François Hollande d'inscrire la loi 1905 dans la Constitution. Alors au-delà du symbole, je voudrais savoir si concrètement cela peut changer un peu les choses sur les pratiques. En France, on sait qu'on tourne un petit peu la séparation stricte, par exemple en finançant par certains dispositifs la construction de lieux de culte, où il y a aussi des lois qui permettent d'exonérer fiscalement le don à des associations cultuelles. Est-ce que tout ça, toutes ces pratiques-là, ces petits arrangements qui permettent un peu de souplesse, ça veut dire qu'on va revenir dessus? Non mais, rappelons-nous ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Et parlons de la laïcité au fond, là aussi, de façon profonde, philosophique, en remettant le concept dans sa perspective historique. Lorsque les auteurs de la loi de 1905 ont voulu la loi sur la laïcité, en posant le principe de l'indifférence de l'État à l'égard des questions religieuses, pour sortir de plusieurs siècles, soit de confusion, soit de conflit, qui prenaient une dimension radicale, ils ont voulu mettre en place une loi d'apaisement. Bon. Et cette loi d'apaisement a permis, depuis plus d'un siècle, la liberté de culte en France, la reconnaissance dans la République et au cœur de la République du principe de tolérance à l'écart de toutes les croyances, de toutes les démarches philosophiques. Et ce principe a été dévoyé au cours des 5 dernières années. Je m'explique. Lorsque Nicolas Sarkozy se rend à Saint-Jean-de-Latran et conceptualise la laïcité positive, comme s'il en existait une de négative, alors que la laïcité est un principe indivisible lui aussi, comme la République, qui a sa valeur intrinsèque et à la relecture duquel on ne veut procéder. Lorsqu'il explique que le prêtre sera toujours plus légitime que l'instituteur. Il n'a pas dit qu'il était plus légitime, il a dit qu'il ne le remplaçait pas, que l'un ne remplaçait pas l'autre. C'est pas tout à fait la même chose. Il a dit, reprenez la phrase que je ne connais pas par cœur, mais que j'ai lue suffisamment souvent pour être sûr de ne pas me tromper dans l'interprétation que j'en fais, que le prêtre serait toujours plus légitime dans l'éveil des consciences, etc. Bon, là, on est dans un dévoiement d'une notion fondamentale et essentielle. Et c'est parce que ce dévoiement a eu lieu et qu'il a abouti à d'autres déclinaisons politiques dans le discours, c'est-à-dire, par exemple, la valorisation des racines de notre civilisation, ce qui n'est pas en soi d'ailleurs contestable, mais qui le devient dès lors qu'on en arrive à conceptualiser le conflit des civilisations. Tous ces sujets sont des sujets suffisamment sérieux et qui nous éloignent suffisamment de notre tradition pour que nous estimions, après ces 5 années, nécessaire de reconstitutionnaliser, de constitutionnaliser un certain nombre de principes pour les rappeler comme le ciment d'un patrimoine qui nous est commun. Pointe à la ligne. Constitutionnaliser un principe, cela peut avoir des répercussions et des conséquences pratiques. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Mais enfin, je vous dis l'état d'esprit dans lequel est François Hollande lorsqu'il fait cette proposition-là. La laïcité, c'est une valeur de rassemblement. C'est une valeur de tolérance. Et c'est une valeur d'apaisement. Je relisais, il y a de cela quelques semaines, avant même que François Hollande ne fasse cette proposition, un très beau discours prononcé par Jean Jaurès à Castres, après la décision prise
par le gouvernement de l'époque de mettre sur le métier cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Et Jean Jaurès, avec la précision intellectuelle, le souffle humaniste qui caractérisait ses interventions, expliquait magnifiquement en quoi pour lui et pour tous les authentiques républicains, la loi de séparation était d'abord une loi de rassemblement et d'apaisement. Ce principe a été dévoyé au cours des 5 dernières années. Notre objectif est de faire en sorte que ce principe soit remis au cœur de la République comme une valeur d'apaisement et de tolérance. Il n'y a pas de laïcité positive, parce qu'il n'y a pas de laïcité négative. Il y a une laïcité qui est au cœur de la République comme un principe un et indivisible. C'est donc avec un esprit de rassemblement, d'apaisement et de tolérance, après un quinquennat qui a beaucoup opposé les Français les uns aux autres et parfois les Français aux autres. Mais là, vous ne craignez pas que ça rallume de l'autre côté, ce qu'on appelait la guerre traditionnelle? Ce n'est pas notre état d'esprit. Notre état d'esprit est Puisque certaines personnalités laïques sont-elles aussi partisanes d'aller plus loin dans cette lecture que vous faites de la laïcité, notamment par exemple en remettant en cause des crédits publics accordés à des écoles libres, par exemple? Nous ne sommes pas dans une disposition d'esprit, parce que la République, ça n'est pas cela, et que nous sortons de 5 ans de sarkozysme, où le sarkozysme a opposé durement les Français les uns aux autres. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Notre état d'esprit est de faire en sorte que la République réaffirme son unité et son indivisibilité. Ça veut dire que le président de la République doit être capable d'incarner, y compris par des actes symboliques, un certain nombre de valeurs républicaines éminentes qui ont été dévoyées, et la volonté qui est la nôtre, c'est au contraire de rassembler et d'apaiser. Et nous trouverons les formalités qui vont bien pour atteindre cet objectif en mettant au cœur de la République et de sa Constitution, de nouveau, des principes qui sont intangibles, auxquels nous croyons et qui s'inscrivent dans l'histoire de notre pays comme des valeurs, encore une fois, sur lesquelles nul ne doit pouvoir revenir. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Le mot laïcité, je ne crois pas, ne figure pas dans la loi de 1905. C'est un mot qui n'existe qu'en France. Aucun autre pays n'arrive vraiment à définir ce concept auquel on peut donner des sens extrêmement différents. On peut espérer aussi que la laïcité soit appliquée, par exemple, à Mayotte. Je ne sais pas si c'est le cas, ou dans des départements d'outre-mer, où les lois aussi de 1905 ne s'appliquent pas vraiment. Est-ce que vous comptez rendre la chose un peu plus homogène? Mais nous n'avons pas dit que nous allions relire la loi de 1905 en allant au-delà des principes qu'elle pose et des équilibres qu'elle matérialise. Nous avons dit que nous allions rappeler ces principes. Point. Je vois bien de quoi vous parlez. Notre objectif est de faire en sorte que la laïcité dévoyée au cours du précédent quinquennat par le président de la République, qui en était garant, parce qu'elle est déjà évoquée dans la Constitution, et nous nous proposons de reprendre les articles et les alinéas de la loi de 1905 qui permettront d'éviter ce type de dévoiement. Nous souhaitons, encore une fois, faire en sorte que cette valeur soit bien matérialisée constitutionnellement comme une valeur de rassemblement, de tolérance et comme l'un des ciments de la République. Une dernière question peut-être de Romain Mazenot pour RCF. Oui, François Hollande a promis de retirer l'armée française d'Afghanistan d'ici la fin de l'année. La plupart des experts militaires s'accordent pour dire que c'est impossible si on ne veut pas faire courir de risques inconsidérés aux militaires. Alors comment François Hollande compte s'y prendre pour respecter cette promesse? Mais d'abord, je constate que ceux qui nous expliquaient qu'il n'était pas possible de resserrer le calendrier sont ceux qui nous expliquent qu'ils vont le faire. Puisque il y a de cela quelques semaines, c'était 2014, et tous ceux qui disaient avant 2014, il faut le faire parce que nos missions sont achevées en Afghanistan, étaient de dangereux irresponsables. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que les missions pour lesquelles nous sommes allés en Afghanistan ont été remplies. Nous voulions mettre fin au régime des talibans, il est tombé. Nous voulions que les terroristes qu'entretenaient les talibans soient neutralisés, ils l'ont été, Ben Laden a été éliminé. D'ailleurs, l'arc de crise s'est plutôt déplacé aujourd'hui vers le Maghreb, et on le voit bien à travers la structuration du réseau AQMI. Troisièmement, nous souhaitions engager un processus de transition démocratique, et notamment permettre à des forces de sécurité de prendre le relais de la présence occidentale qui est en Afghanistan depuis 2001. Ce processus est engagé, il sera difficile, les experts militaires le disent aussi, d'aller au-delà dans le processus de transition. Donc rester pour parachever la démocratie, éradiquer totalement les trafics de drogue
et assurer que l'armée afghane, l'armée régulière afghane fonctionnera aussi bien que l'armée française ou l'armée britannique, c'est établir un protectorat pour des décennies et des décennies. Nul n'y songe. Donc nous considérons que les 3 objectifs pour lesquels nous y sommes allés sont atteints et qu'il est urgent d'accélérer le calendrier de retrait. Ce que François Hollande a dit, c'est que c'était son objectif et qu'il convenait de l'affirmer d'autant plus clairement qu'il y avait un rendez-vous qui est le sommet de l'OTAN en mai 2012 et que nous serions d'autant plus légitimes à convaincre nos partenaires d'accélérer ce calendrier que nous aurons été fermes dans l'affirmation de l'objectif à atteindre. Notre chance à nous, c'est la fin de cette émission. Merci Bernard Cazeneuve d'avoir participé à Face aux Chrétiens. À vous tous qui êtes fidèles, merci. Je vous propose, si vous n'avez pas vu toute l'émission, de la retrouver sur les sites internet respectifs de la Croix, bien sûr, de Radio Notre-Dame, de RCF, mais aussi les rediffusions et le site de KTO. La semaine prochaine, notre invitée sera Marielle de Sarnez, députée européenne et vice-présidente du Modène. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. À très bientôt.